à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans ce nouveau webinaire Grands Espaces. Nous sommes ravis de vous accueillir encore une fois ce soir. Nous avons déjà été avec vous, avec certains d'entre vous, ce mardi à destination de l'Amazonie avec Serge Sguiro. Ce soir, une conférence autre placée sous le signe de l'aventure des grands espaces, puisqu'aujourd'hui nous vous invitons à un voyage au cœur de l'Alaska. Une terre vraiment mythique de contrastes, d'immensité sauvage. Alors déjà, nous tenions aussi à nous excuser pour le report de ce webinaire qui était prévu la semaine passée. Nous avons dû donc reporter pour des raisons vraiment indépendantes de notre volonté. Et nous vous remercions de répondre donc présent ce soir bien pour nous écouter sur cette belle destination. Alors l'Alaska, c'est une terre de glaciers, de forêts boréales, de fjords profonds, d'ours bruns. Et l'Alaska incarne plus que jamais l'esprit d'exploration, puisque c'est une destination rare, fascinante, et où la nature règne encore en maître. Et pour nous guider dans cette immersion ce soir, vous l'avez reconnu sans doute pour certains, mais pour d'autres, je le présente encore. Nous avons l'immense plaisir d'être avec Christian Kempf, donc le fondateur de Grands Espaces, mais aussi un grand naturaliste scientifique et explorateur, puisqu'il a parcouru les régions polaires depuis 1973, donc depuis aujourd'hui plus de 50 ans. Et c'est aussi un grand connaisseur de l'Alaska, donc il va partager avec vous ce soir toutes ses connaissances de ces lieux mythiques, en tout cas des zones que nous explorerons lors de nos voyages, ainsi que la richesse exceptionnelle de la faune, des paysages que nous découvrons au fil de nos expéditions. Alors, comme d'habitude, vous avez la possibilité de nous poser vos questions via le chat qui se trouve en bas à droite de votre écran. Et puis, nous répondrons à toutes ces questions à la fin du webinaire. En tout cas, Christian y répondra avec grand plaisir et nous partagerons ces réponses avec chacun d'entre vous. Eh bien, Christian, je vous laisse désormais la parole pour présenter l'Alaska. Merci beaucoup, et on va parler de cette terre absolument extraordinaire. Laurine, effectivement, a dit que j'étais en Arctique depuis longtemps, et c'est en fait en 1976, donc il y a pratiquement un demi-siècle, que je suis allé pour la première fois en Alaska, à l'époque dans le cadre d'une mission scientifique avec le laboratoire de NASA qui avait une station d'études scientifiques à Point Barrow, donc tout près du cercle polaire arctique, tout à fait au nord de l'Alaska. Parce que, faut-il le dire, l'Alaska, paradoxalement, en Alaska, il y a 100 000 glaciers, c'est énorme. L'Alaska, c'est le bush, il y a des ours blancs, il y a des ours bruns, noirs aussi, mais l'Alaska est sous le cercle polaire arctique. Ensuite, je suis aussi allé à cette occasion visiter des îles comme l'île Saint-Laurent, entre la Sibérie, qui à ce moment-là était très interdite, comme de nos jours d'ailleurs, et l'Alaska, et vécu bien des choses. Mais surtout, ce qui m'a rapproché de l'Alaska sont les très très nombreux circuits qu'on a fait là-bas. Vous savez, cela fait maintenant plus de 20 ans, 21 ans, que de manière régulière à l'automne, on n'est jamais très nombreux. On est parfois un minibus de 8, on ne peut pas être plus de 3 minibus de toute manière, ou 2 minibus c'est l'idéal, mais aller depuis les côtes du Pacifique jusque vers le parc de Denali, le grand parc national, que notre ami Trump d'ailleurs veut débaptiser, puisque Denali est un nom local, il veut l'appeler McKinley, ça fait plus américain. Et il s'appelait d'ailleurs autrefois, quand elle a été créée en 1910, non pas le président Trump, mais le parc national, McKinley. Mais bon, peu importe, pour vous dire que ce circuit passe des côtes du Pacifique par le mont McKinley jusqu'à l'intérieur du bush avec la ville de Fairbanks. Et à cette occasion, je suis beaucoup allé en Alaska. Également dans le Yukon, tout proche. En 1989, j'ai fait le circuit que je vous propose de faire avec moi, le fameux road trip. Je n'aime pas les anglicismes, mais c'est vrai que là, sur ces grandes pistes en voiture, c'est un road trip extraordinaire d'ailleurs. Alors on va en parler. Donc
Oui, l'Alaska, et on vous propose en fait 3 voyages bien différents. Alors, je voudrais pour ma part d'abord vous présenter l'Alaska en quelques mots, et surtout vous parler des 3 voyages, et cela en images. 3 voyages qui sont vraiment très différents, nous en parlerons. L'Alaska et le Yukon et une partie des territoires du Nord-Ouest, ce qui se trouve dans cette immense partie bleue, je dirais, face à la Sibérie. Alaska. Alaska, dans le langage local des Indiens, il y a 11 tribus d'Indiens. Donc, dans le langage de l'une des tribus d'Indiens, veut dire la grande terre. C'est effectivement une grande terre, 1,7 million de kilomètres carrés, que 740 000 habitants, très peu. En revanche, une terre extraordinairement vierge encore. Ça a été le 50e État des États-Unis. C'est maintenant exactement un État des États-Unis. Il n'a pas été tout de suite. Et l'Alaska a été acheté. Les Américains ont acheté beaucoup de choses à l'Espagne, à la France, comme la Louisiane, ou en 1867 au tsar de Russie. Et cela pour 7,2 millions de dollars. Si on rapporte ça au dollar actuel, c'est 101 millions de dollars. Je pense que si vous l'achetez le Groenland, ils se sentiront un peu plus cher. Ou du moins, si vous l'achetez le Canada, à beaucoup plus cher. Bref, je ferme cette parenthèse géopolitique curieuse pour vous dire que nous voilà donc en Alaska, et on parlera ce soir à la fois Alaska et puis également Yukon. C'est la frontière évidemment entre le Canada et l'Alaska. L'Alaska sur cette carte, vous le voyez, est en jaune à gauche. Mais si je vous ai montré cette carte, regardez les traits rouges. Ce sont les routes, évidemment. Mais il y a très peu de routes, extrêmement peu de routes. Et quand vous regardez le nord, il n'y a que 2 routes, 2 pistes qui aillent vers le nord. La Dalton Highway, qui arrive à Prudhoe Bay, dans les grands champs pétroliers, et la Dempster Highway, la grande piste arctique, la piste du Nord, la piste glacée du Nord, qui va jusqu'à Tuktoyaktuk, au bord de l'océan glacial arctique. Donc, très peu de routes, et vous comprenez dès lors que quand on parle Alaska, on ne pense pas grandes habitations. On pense d'abord glaciers, montagnes. En effet, une partie de l'Alaska est faite de ces grandes montagnes dont les sommets dépassent 5000 mètres d'altitude, parfois 6000 pour le mont Denali, et qui ont des glaciers dont le plus grand, qui va dans Glacier Bay à 160 km de longueur, et qui se déversent en mer. Et ce contraste entre les pics, les montagnes sombres, et les vallées noyées par les glaciers sont une des images d'Épinal de l'Alaska. Quand on parle d'Alaska, on sait le bush aussi. La photo que vous avez déjà vue, le bush. Clavel dirait ces collines d'épinette qui se fondent dans montagnes en lourdes croupes qui se jettent sur l'horizon lourdement. C'est effectivement ça. Ce sont ces épicéas ou ces épinettes qui sont très en forme de colonne, tout simplement parce que s'ils avaient beaucoup de branches, les branches gèleraient tellement il fait froid, il fait moins 20, moins 30 avec l'effet refroidissant du vent, parfois moins 50 en hiver. Et c'est donc ce port columnaire tout à fait typique de ces forêts du Nord et de ce bush dans lequel se trouvent des castors, des loups, des grizzlies et tout ce que jeunes on a pu savoir avec Jack London, James Oliver Curwood, Paris Chien-Loup, grizzly d'Alaska, etc. Quand on parle Alaska, on parle or, ruée vers l'or. Cette fameuse file de prospecteurs qui part du village de Haines pour aller par le col du Klondike et arriver jusqu'à Whitehorse et ensuite jusqu'à Dawson City. Mais il n'y a pas eu que ça. L'Alaska était du nord au sud, d'est en ouest, un lieu où toutes les lits des rivières ont été creusées, ont été remuées, où toutes les collines ont été creusées, car l'or est présent. Nous sommes dans une région extrêmement minérale, avec beaucoup de granit, avec du gneiss, et où l'or se trouve. Donc la ruée vers l'or a été importante. Autre image, quand on parle d'Alaska, on pense au grizzly. Alors, le grizzly, c'est un ours brun, comme chez nous. En latin, on l'appelle Ursus arctos.
Alors, il y a des grizzlies qui sont spécialisés sur la pêche au saumon. Alors, on les appelle, ils sont au Kamchatka, Ursus arctos, ça c'est le nom latin, l'ours de l'Arctique, hein, si je puis dire, enfin de l'Arctique, de l'hémisphère nord, pescateur. L'ours des Pyrénées s'appelle Ursus arctos arctos. Et le grizzly, c'est la même espèce d'ours, simplement il est plus grand. Et il fait peur à beaucoup de gens. Alors en latin, on l'appelle, les scientifiques l'appellent Ursus arctos horribilis. Et on l'appelle grizzly parce qu'il grisle un petit peu. Les vieux grizzly sont un peu gris sur le dos. Évidemment, parler de l'Alaska, c'est aussi parler, quand on parle Canada-Alaska, de ces immenses herdes de caribous. Sur le plan purement physique, où allons-nous? Nous sommes véritablement au bout des montagnes rocheuses qui elles-mêmes forment le début de la ceinture de feu du Pacifique qui va le long des îles Aleutiennes, qui va ensuite vers le Kamchatka russe et ensuite vers l'Indonésie, par le Japon évidemment, vers l'Indonésie. Nous sommes en fait dans le jeu de plaques tectoniques, de grandes plaques qui travaillent ici et qui font que les montagnes rocheuses canadiennes et américaines soient surélevées. Et c'est pour ça que vous avez cette barrière de montagne. Mais ayant cette barrière de montagne qui barre l'accès des masses d'air humides qui viennent du Pacifique, elles font que ces masses d'air humides montent, se déchargent en humidité et donnent donc beaucoup de neige. Et c'est pour ça qu'il y a ces fameux 100 000 glaciers. On dit que de temps en temps, l'Alaska, c'est le pays des 100 000 glaciers. Pour vous donner une autre idée, on pense qu'il y en a environ 2650 au Spitzberg. Donc, effectivement, le long de la côte, il y a ou sur les plus hauts sommets, il y a beaucoup de glaciers en Alaska. Donc, nous sommes au bout de ces montagnes rocheuses, et ces montagnes rocheuses continuent en Alaska par cette péninsule de l'Alaska. En fait, il y a 5 grands paysages, et nous allons en visiter quelques-uns. Nous n'irons pas visiter les îles Aleutiennes, qui méritent une croisière en tant que telle. Nous irons visiter en revanche la Panhandle, la queue de poil, au sud de Juneau. Nous irons visiter le Alaska Range dans la grande région active d'Anchorage, et ensuite évidemment le nord. Tout cela en un certain nombre de voyages que je détaillerai tout à l'heure. À côté de ce côté physique de l'Alaska, où, dois-je le rappeler, on a le grand bassin du fleuve Yukon entre la chaîne de Brooks et la chaîne de l'Alaska, nous avons eu, le long de la côte surtout, une première colonisation extrêmement ancienne, plusieurs milliers d'années, de gens originaires de Sibérie au demeurant il y a 23 000 ans, et qui sont les Indiens qui ont colonisé l'Amérique. Des Indiens qui sont venus le long des fjords de l'Alaska parce que nous avions là beaucoup de nourriture, beaucoup de saumon, une faune extrêmement abondante, une faune à poil, des loutres, notamment qui avait des loutres, des castors, des ours à l'intérieur des terres, des bisons, des élans, des caribous, bref, il y avait de quoi vivre et de quoi faire en sorte que les populations indiennes ici prospèrent. Jusqu'au moment où la colonisation a été une colonisation russe. En 1731, c'est le géographe danois Vitus Bering, à la tête de 3000 hommes, qui est allé sur les bords qui est arrivé sur les bords du Pacifique, en partant de Saint-Pétersbourg et de Moscou, pour arriver ensuite sur les bords du Pacifique, armer des bateaux et aller jusque sur les côtes de l'Amérique. D'ailleurs, Vitus Bering mourra au retour de cette expédition sur les îles du Commandeur qui maintenant appartiennent à la Russie. Mais par la suite, ce seront des centaines, des milliers de colons qui viendront sur ces terres extrêmement riches, au point d'ailleurs d'exterminer quelques espèces qui n'existent plus. Et ces terres, ils laisseront cette empreinte. Alors l'empreinte qui est encore la plus visible, ce sont les noms de lieux, la Nouvelle-Arkhangelsk, Pétersbourg, Sitka et d'autres, et puis évidemment, localement encore, quelques restes, je dirais, de religion orthodoxe russe. Ensuite, il faudra attendre le sénateur Seward, qui fera acheter par les États-Unis ce bout de terre que les Américains du Sud à l'époque ne considéraient pas beaucoup. Mais heureusement qu'à l'occasion de la dernière guerre mondiale, notamment, l'Alaska était américain.
les Japonais ont essayé d'y débarquer, et si, par la suite, au moment de la guerre froide, l'Alaska eût été russe, cela aurait changé complètement, ou soviétique, les données de la guerre froide. Mais avec l'accession de l'Alaska au nombre de chercheurs d'or, il y aurait une véritable ruée. Alors que ce sont des individuels qui padaient, comme on dit, qui cherchaient avec leurs assiettes l'or dans les rivières, ou que ce soit des exploitations industrielles, comme les fameuses dredge, les dragues. Ici, nous sommes à Fairbanks avec le train touristique qui nous amène près de cette drague que l'on visite également et qui remue complètement le fond des rivières. Ensuite, l'Alaska sera donc un pays de tourisme, d'aventure, pour le bush, un pays de trappeurs, beaucoup, et un pays de chercheurs d'or. Mais dans les années 70, on a découvert une richesse extraordinaire. Le moment où le monde a eu besoin de minéraux fossiles, de pétrole, on a découvert au large de Prudhoe Bay, dans le nord de l'Alaska, des gisements absolument gigantesques. Et ce sera alors la construction du grand pipeline Trans-Alaska. Un chef-d'œuvre d'ingénierie, qui résiste au froid, qui permet aux grands arcs de caribou de passer en dessous. On aura l'occasion d'en reparler, mais surtout un chef-d'œuvre économique, dans la mesure où, actuellement, tout habitant de l'Alaska a un revenu qui est automatiquement assuré par les revenus du pétrole. Et avec la politique de Donald Trump qui consiste à forer, malheureusement, d'autres lieux sont encore forés et cette exploitation de pétrole et de minéraux fossiles en Alaska va continuer. Et puis viendra le moment où le tourisme, j'ose dire polaire, le tourisme d'aventure s'est démocratisé. Et nous en sommes, nous autres, les meilleurs exemples. Mais cela a d'abord été en Alaska. En effet, l'Amérique avait ses grands bateaux de croisière, ces immenses bateaux de croisière qui s'étaient situés dans le golfe du Mexique, vers les Caraïbes, en hiver. Mais que faire en été? Dépêcher un certain nombre de ces bateaux le long des fjords de l'Alaska pour voir la beauté, la faune très peu sauvage et très abondante des fjords de l'Alaska. Et le tourisme, maintenant, représente un revenu important pour l'Alaska et plus de 2 millions de personnes chaque été. C'est pour ça, et je tenais à vous le dire d'ailleurs, que nous allons organiser 3 voyages, mais ces 3 voyages se passeront tous à l'automne. Pourquoi? Il y a d'abord une raison, je dirais, animale. Les moustiques, les maringouins, les moucherons. L'Alaska a beau être très joli, comme certaines côtes du Groenland, de Sibérie, il est envahi de moustiques. Et à partir du 15 août, 1er septembre, ceux-ci sont absents. Et pour avoir vécu 2 étés entiers en Alaska, je peux vous dire que le mois de septembre est le mois le plus béni. D'autant plus qu'à ce moment-là, les couleurs de l'automne qui cassent et qui font geler les premiers arbres comme les bouleaux, les trembles, cela donne ou les érables, cela donne des couleurs absolument extraordinaires. Belles couleurs, pas de moustiques, et surtout, moins de touristes. Je ne veux pas dire pas de touristes, mais pour prendre l'exemple, le parc national de Denali ferme ses portes le 10 septembre. Alors autant vous y aller juste avant. Voyez, le flux touristique américain se tarit au mois de septembre, et c'est pour ça que cela vaut la peine d'aller dans ces lieux. Sinon, dans les quelques rares lieux ouverts au tourisme et facilement praticables au tourisme, ce sont des queues permanentes. Donc voilà les 2 raisons pour lesquelles nous organisons ces 3 voyages en septembre. D'abord, je vais vous montrer en quelques images tout simplement ce qu'il y a dans le cercle bleu et qui est la croisière que nous organisons. Une croisière a été très vite remplie avec 40 personnes. Vous savez qu'on n'a pas plus que 36 passagers et 4 guides sur nos voyages maintenant, si ce n'est encore l'Ocean Nova cette année. Et ensuite, nous irons vers le vert, et qui est l'Alaska, je dirais, où nous faisons l'Alaska le plus typé. C'est pour ça qu'on va faire
toute une série de petites croisières, mais de la journée. Et nous aurons un van, un minibus de 14 personnes que l'on réduit à 7 ou 8 passagers au maximum et qui nous permettra d'aller d'un lieu à l'autre et de visiter. On fera aussi une excursion en avion ou en hydravion pour aller voir des ours grizzly, bref. Et puis ensuite, regardez, il y a cette grande aventure en orange. Au total, 700 kilomètres, on y va en voiture et on revient en avion ou l'inverse. On va dans le nord en avion et on revient en voiture et qui est la route, la piste de Dempster au travers de lieux mythiques. Haynes, qui est le lieu de départ des chercheurs d'or en Alaska et au Canada. Ensuite, on longe le fleuve Yukon avec les rapides des 5 doigts, des Five Fingers, pour arriver vers la ville de la rue vers l'or, Dawson City, et ensuite des grands paysages immenses, énormes. Et pour arriver, car la route n'existe que depuis 1987, par la route sur l'océan glacial arctique. Alors quelques images pour illustrer ces périples, je dirais. D'abord la croisière. La croisière, c'est le paysage qu'on a. Alors, je mentirais si je dirais qu'on a tout le temps. On ne l'a pas tout le temps. On a aussi des mauvais jours, des jours de mauvais temps. Il suffit qu'il y ait 3 jours de pluie, ça fera 3 jours de pluie. Voilà. Et il y a, comme partout au mois de septembre, aussi, comme en Bretagne, comme en Norvège, des jours de beau temps et des jours de mauvais temps. Donc là, je vous présente évidemment des photos par grand beau temps. Et vous voyez à ce moment-là ces sommets qui flirtent à 4-5 000 mètres d'altitude, qui donnent ces glaciers. La caractéristique des eaux, c'est l'abondance des cétacés. Orques, dauphins, marsouins, baleines, otaries aux fourrures, phoques sont présents. On peut vous garantir une faune extrêmement abondante et, faut-il le dire, une faune très peu farouche. Nous ne sommes pas ici, vous savez, en Europe, où depuis l'homme de Néandertal, qui poursuivait les rhinocéros laineux ou les mammouths, les animaux ont peur de nous. Ou après la Révolution française, les paysans sont allés partout pour prendre le privilège des riches et les fusillés ont tout tué en grande partie dans nos campagnes, avant que lentement, maintenant, la nature ne revienne. Là, non. L'homme blanc est arrivé avec ses fusils, les trappeurs, je vous l'ai dit, au milieu du 19e siècle. Les Indiens avaient des méthodes de chasse bien moins envahissantes, c'était pas des grandes battues ou des grands coups de fusil. Et de ce fait-là, la faune est non seulement nombreuse, naturellement, mais relativement peu farouche. Nous verrons aussi toutes ces villes, toute cet archipel, parce que c'est comme les fjords de Norvège, c'est comme les fjords de Chili. Nous sommes ici dans un pays de fjords, les fjords de l'Alaska. La route intérieure de l'Alaska, ici, c'est une petite partie de la ville de Sitka. Nous verrons Wrangell, nous verrons Petersburg, des villages de pêcheurs, des villages touristiques aussi, et puis des villages qui, à partir de la pêche, qui est très riche, les eaux du Pacifique sont très riches, à ses conserveries et à ses industries. L'Alaska, même s'il n'y a que 750 000 personnes, c'est un État en tant que tel, qui a son administration et qui a ses industries. C'est à l'occasion d'ailleurs de ces croisières que l'on va dans les lieux les plus étranges, avec localement des falaises granitiques, avec localement des dikes volcaniques sur lesquels poussent quelques arbres, parce que, je vous l'ai dit, de temps en temps il fait grand beau. Regardez, là on est moitié dans le brouillard, mais cela donne des paysages absolument féeriques. On va maintenant quitter cette croisière pour aller vers le circuit. Nous atterrissons à Anchorage, capitale de l'Alaska, et nous partons tout de suite dans la péninsule de Seward au sud, et pour refaire des croisières, mais des croisières d'une journée, et notamment une croisière qu'on appelle la croisière des 26 glaciers, c'est-à-dire qu'en une journée, nous allons visiter 26 fronts de glace. Nous verrons aussi des baleines, de nombreuses loutres de mer, mais c'est vraiment le pays des glaciers. C'est à cette occasion aussi que nous aurons, mais attention, cette excursion est optionnelle, hein, et elle coûte environ 1 500 €. Et nous ne l'incluons pas au programme parce qu'il faudrait du beau temps pour pouvoir y aller. Et une fois sur deux, on ne peut pas y aller, mais nous laissons la possibilité d'aller vers les chutes de Brooks sur la péninsule de Katmai. C'est là que on a ces concentrations d'ours grizzly
qui mangent des saumons. Sur ce, on fera quand même, et inclus dans le programme, une excursion petit bateau de 7 places, 7 à 8 places maximum. Nous aurons 2 bateaux et qui nous permettent d'aller voir des grizzlies en bord de mer, et cela est inclus dans le prix du programme. Mais il y a la possibilité pendant un jour libre, d'aller vers Brooks, car le spectacle est fabuleux. Malheureusement, il faut qu'il fasse beau temps sur l'Alaska continental et sur l'Alaska insulaire. Et ça, c'est pas toujours le cas. Ensuite, lors de ces croisières, on voit des orques. Je vous l'ai dit, on voit beaucoup de cétacés, beaucoup d'animaux. Et surtout, nous laissons ensuite, après 4-5 jours, nous serons pendant 3 jours dans le même hôtel au sud, puis un autre hôtel, mais ensuite nous laissons Anchorage et pour aller vers le nord. Et là, le mont Denali. Le mont Denali extraordinaire. Pour être précis, 6195 mètres d'altitude, 6200 mètres d'altitude. La chaîne de l'Alaska a ici sa plus belle extension. Et les pentes de ces chaînes de montagnes ont été dès 1910 un extraordinaire parc national. C'est là que certains scientifiques ont étudié la chèvre de dalle et la prédation des loups, des ours sur la chèvre de dalle. Les animaux sont très peu farouches. Attention, le parc de Denali a subi il y a 3 ans un glissement de terrain sur une route et qui a priori sera toujours fermé. On ne pourra pas aller jusqu'au bout du parc de Denali. On pourra néanmoins sur 40 km emprunter les bus et voir la faune et les paysages de ce parc. Et puis, on va vers le nord, Fairbanks. Alors, il y a pas mal de villes, vous savez, dans le monde qui se disent capitale des aurores boréales. Alors, est-ce que c'est Tromsø, que beaucoup d'entre vous sont déjà allés visiter avec nous, ou est-ce que c'est Fairbanks? Je ne sais. Mais voilà en tout cas une photo de Fairbanks avec les aurores boréales. Et d'une part, nous sommes exactement dans ce qu'on appelle la couronne aurorale, c'est-à-dire que quand vous allez tout à fait au nord, par exemple au Spitzberg ou au nord du Groenland, il y a des aurores boréales, mais on ne les voit pas. Quand vous allez trop au sud, on ne les voit pas, même si en France, on voit de temps en temps, comme la nuit dernière, des aurores boréales. Mais nous avons la chance, en cette année encore, 25, d'être dans le pic d'activité solaire des cycles de 11 ans et qui fait que les aurores boréales sont présentes. Donc, j'ose vous dire, oui, des aurores boréales, on en verra. Je ne peux pas garantir toutes les nuits, pas du tout. Mais elles sont communes, régulières, fréquentes en Alaska. Fairbanks, ce sera pour nous aussi. Alors, on sera entre nous. On sera avec 1 ou 2 minibus, avec 1 ou 2 guides, et nous aurons nos explications, nos conférences, nos visites. Mais nous ferons aussi des visites historiques, et là, nous irons notamment sur un grand et un ancien paddle wheel, c'est-à-dire ces bateaux à fond très plat, à roue à aube, et qui nous permettront de remonter dans l'histoire de l'Alaska. Nous visiterons également ces anciennes dragues. Bref, il y a dans l'Alaska une histoire qui n'est faite que de types, oserais-je dire, extraordinaires. Un homme normal ne va pas en Alaska. Il faut être trappeur, il faut être chercheur d'or, il faut être touriste aventurier pour y aller. Alors les histoires sont automatiquement extraordinaires, comme l'est la Aurora Borealis Lane, que je photographie ici, avec une aurore boréale. Nous sommes à Fairbanks. Dernier voyage que je vous propose, dans lequel je mettrai peut-être un enthousiasme un peu particulier, car je l'ai fait à plusieurs reprises, pour la première fois en 1989. C'est un voyage qui nous amène de Whitehorse. Il n'est pas complet le voyage sur la carte, parce qu'on ira également vers le Pacifique, je voulais vous en parler. Ensuite, nous allons vers Dawson City. Nous irons ensuite vers un hôtel à Eagle Plains, et nous irons ensuite à Inuvik, avant tout, et Tuktoyaktuk. Allez, c'est difficile à prononcer, tout le monde dit Tuk. On va aller à Tuk, on va aller là-haut. Il y a 164 km entre Inuvik et Tuktoyaktuk, et c'est le parc national des Pingos. Nous verrons tout à l'heure ce que ça veut dire. Alors, ce voyage est particulier. Le voyage, la croisière est une croisière. Attendez-vous au service de croisière, si ce n'est qu'il n'y aura pas de Zodiac, mais il y aura d'autres annexes. Si ce n'est que vous aurez 2 guides de grands espaces pour 36 personnes et 3 guides américains que nous traduirons. Donc, ce sera une croisière. Voilà. On y est habitués, nous autres. L'autre voyage, ce sera vraiment un voyage dont je vous ai parlé là, à la fois avec des vannes, des minibus et avec des croisières de la journée. Donc, un voyage extrêmement varié, complet, que je vous recommande. Ça, c'est différent. Et je prends un nom à l'américaine Expression Road Trip. Alors écoutez, moi je dois vous dire que j'adore, mais il y en a qui peuvent ne pas adorer. Vous prenez un van,
un grand van, vous mettez les bagages derrière. Et puis il y a 4 rangées. Il y a le chauffeur, à droite il y a une place, derrière il y a 2 places sur les côtés, une au milieu qui voit bien devant, et 2 fois derrière il y a des places. Donc il y a de la place en principe pour 8 personnes ou même 9, il y a de la place pour 14 en principe, mais on est 8. Et là, on met de la musique country et on se dit, on y est quoi. On prend la piste. Alors il peut se passer 1 kilomètre avant de voir un animal, il peut se passer 100 kilomètres avant de voir un orignal ou de voir un grizzly. Mais chaque fois qu'il y a un point d'intérêt, on s'arrête. Et toutes ces routes est ponctuées de points d'intérêt, de centres d'information sur des divers lieux visités. Nous nous arrêtons chaque fois. Et quand nous aurons le malheur de passer près d'endroits qui ont été brûlés, vous savez qu'il y a eu beaucoup d'incendies également dans ces lieux de toundra, nous parlerons des incendies de forêt. Quand on verra une arc de caribou, on parlera de la migration des caribous. Évidemment, on parlera beaucoup des Inuits, des Nuvik ou de la ruée vers l'or. Mais il y aura des conférences, il y aura des interventions régulières, mais nous sommes avant tout dans une aventure. Nous aurons tous les soirs des grands hôtels, aucun souci. Les hôtels, et quand je dis grands hôtels, c'est pas des 5 étoiles, mais c'est des hôtels où l'espace est présent. Les chambres sont très grandes, sont très larges. Ce sont des motels où on a toute la place. Et le soir, on mange local. On mange américain, oui. On mange également beaucoup de saumon. Mais rien de mieux que ce voyage pour vous baigner dans cette ambiance que je dois vous dire j'adore, puisque je suis déjà passé dans, je ne vais pas dire toutes, mais je crois que j'ai fait 90% des routes de l'Alaska et du Yukon. Yukon, c'est État canadien, donc où il y a plus d'ours que d'habitants. Et c'est vraiment la route qui pour moi est la plus extraordinaire. Alors on démarrera évidemment toujours les fameux paddle wheelers, ces grands transports à la fois de fret et de passagers qui existaient sur le fleuve Yukon. Et nous partirons de Whitehorse. Nous prendrons l'avion depuis l'Europe, je dirais, depuis Genève ou Paris vers Whitehorse. Et de Whitehorse, nous irons d'abord vers le bord du Pacifique. Pourquoi? Car c'est comme ça, nous ferons cette Dam Star Highway du début à la fin. Et surtout, parce que nous passerons par ces fameux cols mythiques. Nous y passerons, nous, en voiture. Entre-temps, il y a des routes qui ont été faites. Et pour arriver à admirer la région d'Haines avec sa ville qui a été construite autour de la rue vers l'or, avec sa légende des trappeurs et des prospecteurs, et avec aussi ces animaux que nous espérons découvrir au gré de diverses excursions, de l'aigle pêcheur jusqu'au grizzly, qui sont très réguliers dans cette région. Et ensuite, nous allons vers le nord. Nous allons suivre ce fleuve immense, le fleuve Yukon. Il y a 2 fleuves immenses, le Yukon et le Mackenzie. Et tous les 2, nous allons flirter avec. Le Yukon d'abord, qui va nous amener, regardez vers Dawson City. C'est une photo toute simple, mais le bâtiment est en bois, le trottoir est en bois, et les routes sont en gravier. C'est là que se trouve la cabane de Jack London. Et Dawson City, regardez à quoi ça ressemble. On est au Far West. Vous trouverez des panneaux du style « Interdit de se garer, sinon on vous tue » ou un autre panneau « Parking interdit, sauf aux chevaux ». On est dans une autre atmosphère, on est encore dans cette ville détachée du monde, où on a encore au sommet de certains terrils de gravier des gens qui veillent à fusil à la main pour être sûr qu'il n'y a personne qui va prendre de l'or. Nous avons dans cette ville un cabaret que nous irons voir, qui date avec les Gertis, qui date également des années de la ruée vers l'or. Et cette ruée vers l'or, nous reverrons ces grandes dragues avec des visites et qui nous permettront de savoir de quoi était fait l'âge d'or du Yukon et de l'Alaska. Nous irons ensuite vers le nord en traversant le cercle polaire arctique. Regardez évidemment la Belle Dame juste à l'avant-plan, mais regardez surtout les paysages. Des paysages de collines qui se transforment tranquillement en passant avec un col à 1000 mètres d'altitude environ, mais les Ogilvies, ces chaînes de montagnes. Alors, je dois vous dire, on voit bien qu'ici on est à l'automne, mais il y aura probablement déjà un peu de neige qui va saupoudrer les sommets, donnant des reliefs encore plus accentués. Évidemment, tout au long, on peut voir des animaux, et on en verra.
Nous serons dans des vans de ce type-là et dans ces couleurs de l'automne. Donc des vans grands, en espérant le soir des aurores boréales, et voilà ces paysages sans fin. Alors que je vous le dise, les personnes qui n'aiment pas rouler en voiture, surtout ne venez pas. Ne venez pas, parce que vous critiquerez, oh, on a fait 700 km de voiture. Ouais. Mais les gens qui aiment faire de la piste, qui aiment rouler, découvrir, voir des lacs différents, des collines, des montagnes, des forêts différentes, venez. Pour arriver finalement dans une ville, pas grande, 3500 habitants, la ville de Inuvik. Et j'ai marqué ici, pardon, il y a beaucoup de choses à Inuvik. Il y a notamment un bateau français encore échoué. Mais surtout, il y a la cathédrale. Tout le nord canadien a été, et Inuvik en particulier, évangélisé par les pères oblats français, également par d'autres congrégations. Et vous avez ici la cathédrale des glaces, qui n'est pas celle de Norvège, mais elle a une forme d'igloo, tout à fait particulière. Et depuis Inuvik, où nous passerons l'une l'autre nuit, nous prendrons alors cette route. Vous voyez les paysages dans lesquels elle est. Et voyez ces petites collines-là. Ces petites collines, c'est ce qu'on appelle des pingos. Ce sont des âmes, c'est de l'eau qui se met en glace, car tout proche du pergélisol, et qui gonfle et qui pousse la terre en hauteur. Nulle part ailleurs au monde, sauf dans un endroit de Sibérie qui est inaccessible, il n'y a autant de pingos. Et c'est pour ça, ici vous voyez un pingo, alors certains ont 3-4 mètres, d'autres ont 40-50 mètres, d'autres ont 10 mètres, 20 mètres de hauteur. Nous sommes ici à Tuktoyaktuk, on va dire, le pays et le parc national des pingos. Nous sommes très loin, voilà Tuk, et au-delà, à l'archipel nord-canadien. De temps en temps un ours, et surtout l'océan Arctique. Et c'est comme ça que nous allons terminer cette présentation en images pour vous dire la différence entre la croisière, le voyage qui va de côtes en montagne et le road trip que j'aurai le plaisir d'accompagner tant à l'aller qu'au retour avec 2 voyages différents et que nous vous proposons donc à notre catalogue. Maintenant, je sais que Laurine a l'habitude de faire la synthèse d'un certain nombre de questions et ce sera donc avec plaisir que je répondrai à ces questions. Oui, merci Christian pour cette belle présentation. Alors, pour l'instant, il y a quelques questions auxquelles j'ai répondu. Alors, on vient de me poser justement sur quelle croisière vous serez, vous Christian, mais je crois qu'en termes de croisière... Oui, à titre personnel, je serai avec Xavier Allard et d'autres, avec Pierre Tavernier, avec Raymond Perrin, avec Mathieu Ramu, avec d'autres, avec Fabrice Cabert. Je serai juste au nord. Je serai pas très loin, mais je serai sur le passage du Nord-Ouest cette année. Et donc cette année, je ne serai pas sur les croisières en Alaska. Et l'année suivante, je serai sur des croisières également dans le Nord. Je ne ferai que à titre personnel, que le road trip, l'aller et le retour. Parfait, merci. Alors, pas beaucoup de questions concernant la destination pour l'instant. Donc, on me demande quand Xavier Allard sera présent. Donc, Xavier s'accompagne une croisière en 2025, mais qui est d'ores et déjà complète. Puisque nous avons 2 dates, nous avons complété par une deuxième date vu le remplissage immédiat de notre première date, et donc c'est cette première date où Xavier Allard sera et qui est déjà complète. Voilà. Sur les carnets de voyage, alors si vous êtes intéressé, on me demande les carnets de voyage, photos du circuit, on peut vous les communiquer. A priori, il y a pas mal de choses en ligne. Alors peut-être que celui de 2024 n'a pas été publié, mais on pourra vous le communiquer si demandé. En attendant d'autres questions éventuellement, je vous rappelle...
Allez-y. Pardon Laureline, simplement, et puis merci Laureline effectivement de rappeler également les autres voyages qu'on a au Canada et notamment à Churchill cet automne. Mais je vais répondre à une question de Cécile Gouet, je vais passer la question au passage pour savoir qui guide. C'est très pertinent comme question parce que c'est différent d'un voyage à l'autre. Vous savez, les Américains sont extrêmement formalistes et nous ne pouvons nous pas prendre la place des guides. Donc les guides à bord du catamaran, puisque c'est un catamaran, du bateau, resteront sur place et ils feront des conférences et ils nous guideront. Mais nous, on traduira en permanence et on fera d'autres conférences en plus, je dirais. Donc à la place d'avoir 2 guides, vous aurez 5 guides. Bon. Ensuite, pour le voyage mixte, je dirais, croisière et circuit, avec beaucoup de sincérité, je ne sais pas. Si nous sommes 8, il y aura un guide grands espaces. Si nous sommes plus, il peut y avoir un guide local et il peut y avoir un guide grands espaces. Enfin, pour le road trip, pour des questions, alors honnêtement, je l'ai fait 36 fois, mais pour la première fois, en 2026, je prendrai des guides parce que nous sommes probablement 2 minibus et qu'il sera bon d'avoir aussi une voiture qui parte en avant, ne serait-ce que pour repérer tel ou tel autre animal, pour préparer telle ou telle autre escale. Et c'est pour ça que nous serons plusieurs guides, et y compris des guides locaux. Donc il y aura un mix, je parle américain, de guides locaux et de guides grands espaces. Merci Christian. Et alors, je vois une nouvelle question. Quelles sont les chances de voir des grizzlies lors des croisières de septembre? On ne peut pas extrêmement grande. Voilà. Mais, c'est jamais arrivé qu'on n'en voie pas. J'ose vous dire que jusqu'il y a 15 jours, nous nous vantions à grands espaces de ne jamais avoir fait de voyage au Spitzberg sans avoir vu un ours. Au total, ça fait environ 700 croisières quand même. Hein. Ben là, on est un peu trop tôt en saison. Là, ils ont vu un ours là, lors de ce voyage sur l'Explorer. Mais lors du voyage précédent, ils n'ont pas vu d'ours. C'est la première fois que ça arrive. Donc, il peut arriver j'irais plutôt, il peut arriver qu'on n'aurait pas de grizzly. Mais on va dans des endroits où les grizzlies pèsent les saumons. On verra aussi, alors, l'ours noir. Globalement, il faut savoir qu'en Alaska, il y a 35, ce sont des chiffres approximatifs, hein, il y a 35 à 40 000 grizzlies, mais il y a environ 150 000 ours noirs. Le baribal, qui est l'ours qu'on trouve au Québec aussi, et qui est un ours beaucoup plus commun et que l'on voit très régulièrement, y compris en bord de route, quoi. Donc, sur l'ensemble des voyages, on voit des grizzlies, quoi. Merci Christian. Alors je remets pour votre information à tous tous les liens des voyages dont nous venons de parler, que nous avons évoqués. Voilà donc le circuit. Donc pour rappel des dates, le circuit cette année du 28 août au 10 septembre. Donc la croisière dans les fjords d'Alaska. Donc nous avons déjà une croisière complète, mais nous avions rajouté cette date du 5 au 14 septembre. Donc à bord de l'Alaskan Dream. Donc pour rappel, hein, voilà, la croisière dans les fjords d'Alaska aussi à bord de l'Alaskan Dream, donc un petit peu différent en 2026 avec pas exactement le même itinéraire, mais toujours à bord du même bateau. Donc comme l'a dit Christian, l'Alaskan Dream c'est 36 passagers, donc 40 passagers, mais 36 passagers et 4 guides. Donc l'Alaskan Dream, c'est vraiment un yacht idéal hein, pour explorer les côtes de l'Alaska. C'est un bateau qui fait 32 mètres de long. Donc il y a 20 cabines. Toutes les cabines sont très confortables, avec une grande salle de bain, toutes ont de grandes fenêtres, certaines de grandes baies vitrées, et puis donc des espaces communs comme on peut en avoir sur les autres bateaux, avec donc le restaurant que l'on peut voir ici, le salon avec toutes des grandes fenêtres panoramiques pour pouvoir donc observer
lors des navigations, toujours les paysages assez exceptionnels qui nous entourent. Et puis une cabine comme on peut le voir là aussi avec de grandes fenêtres. Donc il me semble que celle-là c'est une suite baie vitrée. Avec vraiment ces baies vitrées qui nous permettent d'être au contact de la nature, même dans sa cabine. Et puis donc pour le road trip, comme on dit, voilà les dates. Donc ça c'est pour des dates 2026, du 28 août au 9 septembre et du 8 au 20 septembre 2026. Voilà pour le rappel des dates. Et puis vous trouverez donc sur tous les liens que je vous ai remis dans le chat tous les tarifs de ces différentes excursions, de ces différents voyages, en fonction donc évidemment des cabines, en tout cas pour les croisières à bord de l'Alaskan Dream. Peut-être alors j'ai d'autres questions. Est-ce qu'une extension d'Alton Highway est-elle prévue? Alors, oui, non. Enfin, non, oui, oui. Non, parce que on avait proposé cette extension il y a quelques années et il n'y a eu que 2 personnes intéressées. Non, parce que la route est sympathique, mais si vous vous souvenez des cartes, on passe le Alaska Range et on passe, mais on laisse la chaîne de Brooks. Donc les paysages sont moins variés que la route de Tuck. Et enfin, au bout, ma foi, on a les grands champs de pétrole. Enfin, on peut parler dans les champs de pétrole d'ailleurs. Enfin, on pourrait, mais il faut demander des autorisations, c'est un peu compliqué, donc on le fait pas. Donc, je dirais non. Mais oui, dans la mesure où, si on est à Fairbanks, il est évident que, alors ça c'est lors du circuit mixte, voiture et croisière, que nous irons sur la Dalton Highway vers le nord. On va assez régulièrement jusqu'au fleuve Yukon, parce que c'est impressionnant. Il y a un pont très impressionnant sur le Yukon. Cela permet de tâter un peu, je dirais, de la piste, quoi, voilà. Donc, on y va. On y va également dans le cadre d'une extension, la croisière, autour de Fairbanks. Donc, la Dalton Highway, oui, mais c'est comme si vous me demandez, c'est comme si je vous répondais, oui, on va prendre la Nationale 7, mais seulement de Lyon à Orange ou d'Orange à Marseille. Vous voyez ce que je veux dire? En partie seulement. Hein. Pas l'ensemble de la Dalton Highway, qui va donc de Fairbanks à Prudhoe Bay, qui n'est pas sur la carte que l'on voit ici, droit vers le nord de Fairbanks. Merci Christian pour cette réponse. Et puis, alors j'ai une question pour pourquoi ne pas faire les croisières au mois de juillet, mais voilà, Christian a bien précisé tout à l'heure que l'avantage d'une fin de saison, enfin vous allez peut-être leur dire, mais voilà, les moustiques et moins de monde, je vous laisse peut-être le rappeler. Ouais, je dois dire aussi avec beaucoup de franchise, je l'ai pas du tout caché tout à l'heure. Parce que les prix d'entrée au parc de Denali ou à droite et à gauche sont pareils. Donc c'est pour ça que j'ai pas pensé. Mais en termes de croisière, allez vous-même cliquer sur le web, regardez la différence entre septembre et le mois de juillet. C'est environ 50% plus cher. Comme qui dirait, ils sont fous ces Américains. Et vous regardez les prix. Le prix d'une croisière, c'est de l'ordre de, allez, $6,000, 7,000, $8,000 selon les cabines. Et cela dépasse 9 ou 10 000 $ en été. Donc, il y a aussi une considération de prix, mais surtout, je vous prie de le croire, sur l'eau, on n'est pas très embêté par les moustiques, mais c'est plein. Vous savez, dans les années 90, moi, j'ai accompagné pas mal de croisières, pas sur des petits bateaux. Avant, on faisait nous autres, grands espaces, des croisières sur l'Island Spirit, avec 26 personnes, pour être précis. Malheureusement, ce bateau a eu la mauvaise idée d'aller dans le sud. Il est au Costa Rica maintenant. Il n'est plus là. Bon, donc c'est pour ça qu'on s'est rabattu, permettez l'expression, sur ce bateau de 36 passagers. Mais sinon, ce qui est avant tout en Alaska, ce sont des bateaux de 1000, 2000, 3000, 5000 passagers. Et ils ont besoin de conférenciers. Et j'ai été dans les années, avec Marielle d'ailleurs, nous étions ensemble, dans les années 90, 95, sur ces grands bateaux. Et je vous assure que c'était horrible, quoi.
Alors cette fois-ci en été, évidemment. Il y avait un petit groupe de Français perdus au milieu des Américains et on faisait des conférences, nous autres. Mais c'est pas du tout... C'est du voyeurisme, c'est pas du tourisme. Vous voyez ce que je veux dire? On y va pour le faire. On y va pour faire un selfie et repartir vite. On n'y va pas pour jouir du paysage. Sincèrement, il y a trop de monde. Hein. Comme à Venise, à Dubrovnik, il y a un surtourisme en Alaska en plein été. Mais de ce fait-là, les prix sont de plus en plus élevés et pour dissuader les gens, donc il y a aussi une question de prix. Voilà, mais on peut quand même voir les sources et Absolument. Pour être tout à fait franc, moi je serais le premier à vouloir rendre service à quelqu'un qui veut y aller au mois de juillet par ses propres moyens, qui hésite entre deux itinéraires, qui dit je veux plutôt voir ceci, plutôt voir cela, à dire allez plutôt ici ou plutôt là. Hein. Ça c'est tout à fait possible. Il n'y a aucun souci. Eh bien, parfait. Bah, écoutez, je pense qu'on a un peu fait le tour des questions. Alors, j'avais une question sur pas en rapport avec l'Alaska, mais plutôt sur la sortie des programmes antarctiques. Donc, sachez que vous avez déjà des dates antarctiques pour cette fin d'année et début 2026. Donc, n'hésitez pas à aller voir notre site internet dans la rubrique Antarctique pour voir nos nouvelles dates, fin 2025, début 2026. Et puis, sachez pour la suite des événements que nous allons bientôt vous faire découvrir la brochure Découverte 2026 et tous nos programmes, donc un peu plus solaire, je dirais. Voilà pour la suite des événements. Écoutez, si il n'y a plus de questions, nous allons pouvoir mettre fin à cette conférence. Merci encore une fois, Christian, pour cette jolie présentation qui, comme d'habitude, donne envie. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet pour redécouvrir les programmes de ces voyages et surtout d'appeler nos conseillères à l'agence si vous avez besoin davantage d'informations. Nous vous retrouvons très bientôt pour de nouvelles conférences en ligne. Et en attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée, un bel apéritif peut-être avec de la musique country. Et bonne Pâques. Et bonne Pâques. Merci beaucoup, Christian. À bientôt. Au revoir à tous. À bientôt. Au revoir.